Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Émission La Libre Antenne pour ces 2 heures de direct, 2 heures pour apprendre ensemble ce qui nous permet d'aller mieux, 2 heures pour prendre de nouveaux chemins. Hier soir, je vous ai promis la suite de ma petite introduction sur le pardon. La suite, eh bien, c'est une petite clé que je voudrais vous confier pour ouvrir vos portes intérieures. Et peut-être même que certains d'entre vous la connaissent et s'en servent déjà. Un chaman hawaïen a développé une philosophie dont les origines remontent à l'antiquité hawaïenne et qui est un bel outil d'évolution personnelle. Cette philosophie se nomme Ho'oponopono et permet de se libérer des vieux schémas en demandant pardon par une phrase qui se dit comme un mantra afin que toutes nos mémoires erronées en rapport avec une situation s'effacent. Ce petit mantra dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est un message de pardon, de compréhension et d'amour qui nous rend libres et créateurs de notre vie. Non seulement on peut pardonner, mais c'est même une liberté que l'on gagne avec soi quand on trouve le chemin du pardon. Car nous restons toujours responsables de nos contrariétés, quand bien même elles sont provoquées par les autres. C'est l'attachement à l'idée que nous nous faisons de nous qui est atteint et nous cause de la souffrance. Et c'est aussi l'évitement de la culpabilité, cet abominable poison qui bloque le pardon à soi et aux autres. Or, se sentir coupable, c'est oublier que nous ne sommes pas parfaits et c'est cheminer dans le passé de ce qui aurait dû être fait ou dit. S'il nous est impossible de faire l'économie du ressenti douloureux lié aux émotions de colère, de peur, de tristesse, de doute et de culpabilité, il nous est possible de les accueillir pour ce qu'elles sont et le message qu'elles portent pour avancer sur notre chemin et aborder les rivages de la confiance. On accueille ce soir vos ressentis douloureux et le message qu'ils portent. Quentin et Corentin sont là pour recevoir vos appels au 39 21 et c'est Julien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Sophie. C'est un peu intimidant de passer à l'antenne. Oui. Je vais essayer d'être... Je sais que je parle assez vite. Je vais essayer de ralentir parce que je sais que c'est un petit défaut que j'ai. Et j'aurais voulu partager mon expérience du pardon. C'est-à-dire que dans le pardon, il y a... on entend souvent dire je dois pardonner ou il faut que je pardonne pour aller mieux. Et pourtant, dans ce que j'ai vécu, ce n'est pas ça que j'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'autre, je me suis regardée moi-même et finalement, j'ai reconnu que je ne pouvais pas pardonner, que je n'y arrivais pas. J'ai regretté profondément et finalement, j'ai fait un parcours de foi, je dis ça brièvement, mais finalement, ma rancœur a disparu quand j'ai reçu le sacrement des malades, puisque moi j'ai eu la maladie de Parkinson et donc je voulais guérir de cette maladie. Donc je pensais au physique, mais dans mon parcours de préparation que j'ai fait personnellement pour le sacrement des malades, j'ai comment dire, c'est pas le corps le corps qui est venu, c'est le cœur. Et j'entendais souvent parler de guérison intérieure, je me demandais ce que c'était, et finalement j'ai vécu quelque chose de très fort. Alors premièrement, j'ai vécu quand on dit laisser, je n'arrive pas à trouver le terme, quand on dit lâcher prise, voilà, le lâcher prise dans un événement, j'ai compris qu'on me demandait, on dirait qu'il faut que je lâche prise, que je laisse aller, que je m'en fasse plus. J'ai vécu ça, et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai vécu aussi
comme si je n'arrivais pas à recevoir, enfin que je n'acceptais pas de recevoir quelque chose par rapport à la foi. Et ce qui me gênait dans l'évangile, c'était la croix et les péchés. Oh, Oui, croix, ça toute la culpabilité, oui. Voilà, ça me plaisait pas trop. Et finalement, je ne sais pas, en réfléchissant comme ça, un jour je dis au Seigneur, dans ma prière, bon, si tu veux qu'on passe par le pardon, mais je ne comprenais pas très bien ce que je disais. Et donc cette croix me gênait. Et quand je suis arrivée le jour du sacrement des malades, chose que je ne vais jamais au cimetière, je n'aime pas aller au cimetière, ce jour-là, j'ai voulu y aller. Et me suis retrouvée sur la tombe de mon père. J'étais fâchée avec ma soeur depuis au moins 7 ans. Je ne pouvais pas aller la voir. Et donc, je me suis retrouvée devant la tombe de mon père. Et puis, je me suis surprise à dire, Père, je te demande pardon. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui me prend? Mais je ne suis pas fâchée avec mon père, je suis fâchée avec ma soeur, je ne comprenais rien. Alors, pendant 2 jours, je réfléchissais, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que Père, pardon, je ne comprenais rien. Et dans ma chambre, je me souviens, 2 jours après, tout d'un coup, je recherchais toujours, je ne comprenais toujours rien. Et puis, tout d'un coup, mais je suis pardonnée. Et quand je ne sais pas comment, quand j'ai compris ça, j'ai physiquement senti que je partais et tout d'un coup, ma rancœur avait disparu. Alors ça, j'en suis pas revenue parce que c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué parce que je ne comprenais rien. Voilà. Et donc je suis et alors après, je me suis dit, mais alors on reçoit tout, même le pardon. Par contre, je me rappelle que j'avais énormément pleuré, j'avais regretté de ne pas pouvoir me réconcilier avec elle, que je savais que c'était pas bien. Et, parce que bon, disons qu'elle m'avait vexée et moi je n'avais pas répondu, mais j'avais pris de recul et je ne voulais plus l'avoir. Donc j'étais fautive aussi. Donc je dis, c'est joli ce que vous dites, oui. Voilà, donc je me suis retrouvée dans ma prière, à pleurer, mais à ne pas pouvoir dépasser ma rancœur. Et j'ai simplement avoué que je n'y arrivais pas. Oui, et quand vous parlez d'avouer, vous voyez, Christine, je dirais que vous l'avez accueillie. Vous avez accueilli la difficulté. Et du coup, elle s'est dénouée. Et vous parlez d'ailleurs de dire que ça passe par le corps, par le ressenti, par l'émotion, par le physique. Et effectivement, souvent on comprend les choses avec notre tête, c'est-à-dire de façon très conceptuelle. Et on est coincé, on dit mais je comprends et pourtant j'y arrive pas. Et je vois pas par où ça passe. Et tout d'un coup, ça passe quand on lâche quelque chose et que ça descend en fait dans l'âme. Oui, c'est ça. Et ce qui m'a alors quand j'ai vécu ça, je me suis dit oui, mais maintenant il faut que je reparte à la voie. C'est pas tout de dire qu'on n'a plus de rancœur, il faut repartir faire le chemin. Et là, enfin, moi, je sais toujours par rapport à ma foi, parce que j'ai vécu quelque chose à ce moment-là où j'étais très attentive peut-être aux choses. J'aime beaucoup chanter, mais je ne me rappelle jamais les paroles. Et donc, quand j'allais à la messe, il y avait un nouveau chant, que j'avais toujours dans la tête, et juste un mot, la première fois, douce. La deuxième fois, audace. Ah, audace. Après, on sonne à ma porte, une démarcheuse qui me dit, oh, mais je connais votre sœur, faites-lui le bonjour. Oh là là, je me suis dit, ça, c'est pas courant. Et après, ma mère qui me dit, ta sœur demande de tes nouvelles. Bon, j'arrive à la messe, la troisième fois, un autre mot, rejoindre ton frère. Alors, je fais douce, audace, un bonjour à faire, rejoindre ton frère. Ok, Seigneur, j'ai cet après-midi. Et j'y suis partie, et on s'est réconciliés. Au début, c'était un peu, mais parce que ma sœur n'avait pas compris qu'elle m'avait blessée, elle n'avait pas senti, moi je l'avais pas montré. Donc, c'était... donc il y avait un malentendu, il y avait une incompréhension. Tout à fait. Et pour moi, donc on a pu parler, voilà, et ça n'a pas été tout de suite, mais on a quand même échangé. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans cette expérience aussi, en somme, c'est comme si je m'étais convertie. C'est comme si j'avais compris, si vous voulez, que... Une conversion, quelque chose qui se convertit à l'intérieur de vous. Donc c'est la transformation, en fait, dont vous parlez. Parce que la croix me faisait peur, maintenant elle me fait plus peur. Parce que j'ai compris que ce que je ne pouvais pas faire, que Dieu pouvait le faire pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui libère. C'est une libération intérieure. Exactement. Pardonner, c'est se libérer du passé, c'est être dans le présent. Et vous avez dit un mot très important qui vous est venu. D'ailleurs, c'est très beau, Christine, audace. Parce que l'audace, finalement, c'est l'expérience, c'est le risque. C'est tout d'un coup accepter et accueillir le fait qu'on peut vivre autre chose ou autrement quelque chose. Voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on vit quelque chose comme ça, même si, par exemple, ma sœur n'avait pas compris, je pouvais admettre qu'elle ne comprenait pas. Parce que je pense que chacun a besoin de faire un chemin à peu près identique, à peu près. Et donc, si la personne ne peut pas passer par-dessus, c'est qu'elle n'a pas fait encore tout à fait le chemin entier. Donc, on comprend on est en route tous faire quelque chose de beau et que chacun a son rythme, chacun son stade et qu'il faut accepter que l'autre ne comprenne pas ce que l'on vit. Exactement. C'est ce que je disais hier soir dans mon introduction, c'est tout d'un coup comprendre qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde
comprendre Voilà, et que c'est l'autre ça. a compris. Et donc on change ses croyances, on Oui, change un certain aspect de la réalité qu'on prenait pour figé. Et tout d'un coup, on découvre voilà. un autre réel, qui est le réel de l'autre. Hein, Voilà. c'est Et l'empathie. je me rends compte que finalement, moi qui croyais, qui pensais croire, je me suis convertie à Mais, 50 ans, quoi. C'est ça. Je me suis convertie tard, mais ça change complètement. oui. Ça change complètement la vision des choses, quoi. Ça, Bien sûr, oui, vous parlez de vision, oui, bien sûr, on voit la situation qu'on voyait avant, on la voit différemment et pourtant la voilà, c'est ça. situation reste la même. Ouais. Alors, la maladie, ça peut amener aussi justement à vivre des choses comme ça. On y manque quelque chose et finalement on découvre autre chose aussi. Je voulais dire du corps et finalement c'est du cœur que j'ai guéri C'est parce que très beau ça, oui. ça faisait assez mal. Et enfin, je ne voulais peut-être pas l'admettre, mais finalement c'est quelque chose que j'avais qui me pourrissait la vie, quoi. Parce qu'une rancœur, mais ce que je Mais voulais oui, dire, parce c'est que la rancœur, elle nous tient dans le passé, voilà, c'est elle ça. nous met pas dans le Tout à présent. fait. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas, comment dire, quand j'entends dire qu'il faut pardonner, mais ce n'est pas Oui, ça. Il faut, c'est pas le il faut, c'est ça que vous voulez dire, voilà. bien sûr, Il bien faut sûr. reconnaître parfois qu'on ne peut pas, et c'est ça qui libère, c'est ça qui ouvre le cœur à autre chose. Et je pense que quand il y a aussi de la vérité, il y a aussi quand il y a un regret sincère, c'est là qu'on a le cœur ouvert et qu'on peut être touché par la grâce, je crois. Ouais, et j'aime beaucoup, Christine, quand vous dites reconnaître que dans il faut, en fait, on n'y arrive pas, et c'est à ce moment-là que ça s'ouvre, parce que on a une forme d'humilité, et donc forcément de lâcher prise, et de montrer qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, on le met ailleurs, on le met presque en dehors de soi pour qu'il vienne nous rencontrer. Et puis aussi, le fait que quand il y a, si vous voulez, un conflit, souvent on regarde l'autre, mais il faut se regarder soi-même. Et si on refuse de regarder l'autre et qu'on se regarde soi-même, parce qu'il y a toujours, il y a beaucoup d'histoires différentes, mais il y a quand même le fait de refuser que l'autre sorte de son mal, c'est déjà l'enfoncer, c'est déjà l'empêcher de guérir de son mal. Donc je pense qu'il faut avoir un regard sur soi-même. Mais attendez, Christine, vous voulez dire qu'en fait, dans le fait de pardonner, on libère aussi l'autre de quelque chose qu'il a fait de mal, c'est ça? C'est-à-dire que c'est-à-dire que si on ne peut pas pardonner, on emprisonne l'autre. On emprisonne l'autre dans sa rancune et dans sa haine. Dans ce qu'il a fait, on l'empêche d'avancer. D'avancer. Alors je pense qu'on est tous capables de faire du mal et que nos routes sont différentes, mais je pense qu'il faut. Je crois que effectivement, je suis sûre que le fait de vivre, de faire son propre chemin, de se regarder soi-même, ça libère l'autre. Quelque part, ça libère l'autre. Je suis certaine de ça. Que c'est bien sûr, peut-être que c'est pas le même, les chemins ne sont pas exactement pareils, mais à un moment donné, ça va libérer l'autre. Parce que le regard je sais pas, c'est pas pareil. C'est une compréhension de l'homme qui est plus humain, quoi, il faut se dire qu'on est tous capables de faire le mal. Et alors, Christine, on reçoit beaucoup de messages là qui disent j'ai vécu ça ou on m'a fait ça et moi je ne peux pas pardonner. Hein, c'est trop lourd. Donc, je pense à des abus sexuels, des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christine? Moi, je pense que je veux pas. Je pense que la démarche est peut-être à peu près pareille, c'est-à-dire que je comprends que quand on vous fait du mal, on ne puisse pas pardonner comme moi, je ne pouvais pas pardonner, je ne pouvais pas. Mais déjà, comment vous dire, déjà le fait comment dire, de refuser, de pardonner, on est déjà, c'est un manque d'amour déjà. Peu importe ce que la personne a fait, c'est déjà, je pense que pour moi Dieu est tellement pur, tellement amour, que déjà le fait de refuser que l'autre, de pardonner, ça déjà se mettre en tort devant Dieu. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi. Vous voulez dire en fait, Christine, que c'est un manque d'amour, c'est-à-dire d'ouverture de cœur, et pas un manque d'amour. Le sujet n'étant pas de quand je pardonne, j'aime la personne. C'est pas ce lien-là. C'est un amour ailleurs, c'est un amour plus grand. On ne peut pas pardonner. Je crois qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des choses pardonnables. Oui, mais je crois qu'on ne humainement, je crois qu'on croit, parce que vous savez, quand on dit le pardon, quand on dit je te pardonne à quelqu'un, on se met au-dessus de lui. Et ça,
quand véritable pardon, on se met à égalité. Et on dit je regrette. Pour moi, le pardon, c'est je regrette. Je regrette de ne pas pouvoir te pardonner. Je regrette de t'avoir fait ça, mais c'est un regret. C'est un regret. C'est pas je te pardonne, parce que je te pardonne, c'est un pouvoir qu'on a sur quelqu'un. On lui dit, on le rappelle. Oui. Or, c'est un partage une reconnaissance de l'un et de l'autre du regret de l'un de l'avoir fait du mal, du de regret, l'avoir rejeté. du regret d'accepter pas d'accepter, mais de reconnaître que l'autre vous a fait du mal, et cependant, on lui garde quelque chose d'un lien. Parce que quand on est guéri, quand on a la rancœur, on n'oublie pas, mais la personne est rétablie dans ça. Oui. Voilà, et on n'excuse pas d'ailleurs, parce que souvent on confond les deux. On confond le pardon et l'excuse. Oui, voilà, c'est ça. Alors que le pardon est une compréhension, est une ouverture et un accueil, mais n'est pas une excuse. Et vous savez, quand j'ai rencontré ma sœur, je lui ai pas dit, je regrette, je lui ai pas dit, je lui ai dit, je viens de te faire le bonjour de la part d'une de tes élèves, puisque quelqu'un m'avait sonné à la porte, et c'est parti comme ça. Et curieusement, il y a une chose, elle était sur sa marche, et curieusement, elle était comme poussée vers moi, mais je l'ai vu après ça. Et là, on était à égalité, mais je l'ai vu après ça, j'ai compris après qu'on n'était plus l'une en haut à l'autre en bas, on était à égalité. Vous voulez dire que vous n'en avez pas parlé directement, vous êtes passé par un autre endroit en fait pour vous parler. Après on en a parlé, mais disons que je lui ai dit, la première des choses que je dis après 7 ans je lui ai dit, j'ai fait la commission qu'une élève m'avait dit de lui dire le bonjour. J'ai commencé comme ça, et ça a été le lien entre nous qui a déclenché la discussion après, si vous voulez. Parce qu'il me fallait quand même, après 7 ans, il me fallait un motif pour y aller, et le motif m'a été donné, tout simplement, quoi. C'est pas moi qui l'ai cherché, ça m'a été donné. Voilà, c'est quelque chose de très, d'ailleurs que j'ai du mal à, comment dire, ça fait déjà un moment, c'était en 2007, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fortement marqué, quoi. Parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas vivre, et que je ne comprenais pas, que j'ai découvert comme ça, mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ce n'est pas moi qui me suis fabriqué cette... comment on dirait que c'est moi qui me suis... C'est un événement que j'ai vécu, mais très fort, très fort, parce que ma demande de guérison étant forte, mais je ne pensais pas que c'est ça que j'allais recevoir. Et c'est vrai que maintenant, c'est différent, mais on n'oublie pas, mais ce n'est plus pareil. On sait qu'on est pauvre, en somme qu'on est pauvre, voilà, qu'on est pauvre et qu'on est capable de faire le mal. Et ça, il faut pas se croire les plus forts que les autres. Et c'est ça que je voulais essayer d'expliquer, de faire passer, quoi, que ce n'est pas quand on dit je pardonne à quelqu'un, c'est pas vrai. On ne pardonne pas à quelqu'un. Ce n'est pas possible. On peut pas dire je lui pardonne. C'est impossible. C'est trop pour nous. Un homme, je crois que c'est trop demandé. C'est trop demandé. Je crois on croit qu'on pardonne, mais c'est pas vrai. Parce que, comme je vous dis, le vrai pardon, c'est qu'on regrette. Pour moi, c'est ça le pardon. Je regrette ce que je t'ai fait. Je regrette de te rejeter. Je regrette d'avoir fait ça. C'est le regret. C'est le regret d'en être arrivé là et de s'être détruits les uns les autres. C'est ça, pour moi, le pardon. Oui, donc de revenir sur le passé pour le solder. Voilà, en fait, pour le nettoyer. D'ailleurs, c'est vrai que la question du pardon, c'est la limite avec l'impardonnable. Voilà, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est pardonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si on se place de ce côté-là, à ce moment-là, tout le monde a le droit à avoir fait si vous voulez, ça donne l'espoir à tout le monde. Sinon, on est tributaire de l'autre et on est dépendant du pardon de l'autre. Et c'est pas ça. Dieu nous demande pas ça. Il nous demande d'être des frères et de s'entendre et pas de s'écraser les uns les autres. C'est pas ça. C'est simplement de se servir les uns les autres. Mais je comprends qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Mais même dans le difficile, je crois que cette façon de voir est différente parce que ça respecte l'autre. Ça respecte chaque personne. Il me semble que le pardon, ça écrase. Moi, quand j'entends dire je lui ai pardonné, mais je ne suis pas certaine. Je me dis, c'est pas ça le pardon. Enfin, mais en tout cas, vous avez repris une relation apaisée. Oui, tout c'est à ça. fait. C'est ça que vous voulez dire. Tout à fait, oui. Et ce que je voulais expliquer, c'est que de ne pas se dire que ce n'est pas possible de dépasser sa rancœur, que la rancœur, on peut la dépasser. Mais il faut faire un travail sur soi. Oui, un travail pas sur l'autre, mais c'est sur soi qu'il faut faire un travail.
Oui. Et d'ailleurs, en fait, il y a l'ISO qui dit pardonner, c'est placer la souffrance de l'autre au-dessus de la sienne, libérer l'autre de sa souffrance pour se libérer de sa propre souffrance. C'est-à-dire que, disons qu'on ne pense pas tellement à la souffrance de l'autre quand on vit. Non. On a sa propre souffrance et on est écrasé par sa culpabilité. Et je crois que le fait de regretter vraiment, mais d'être sincère, ça, c'est ça qui ouvre le cœur. C'est sur la sincérité sincérité. de ne pas écraser l'autre. Ça sert à rien. Mais de se regarder soi-même, eh bien, ça peut permettre d'être relevé de son mal, de ce qu'on, et c'est ça qui libère. C'est pas la souffrance il faut être vrai dans la vie. Il faut être vrai et reconnaître notre part de responsabilité. Et je vous dis, rejeter quelqu'un, c'est même qu'il ait fait n'importe quoi. Pour Dieu, c'est quelque chose. Pour un père, puisque c'est un père pour nous, et bien pour un père, ça le fait souffrir de voir que ses enfants ne s'entendent pas. Donc, pour moi, c'est pareil. Même si quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, il faut se regarder soi-même et dire je le rejette, et déjà là je suis en tort. Ça demande d'être d'avoir peut-être beaucoup de courage, mais pourtant c'est ça que nous demande Dieu notre Père, c'est d'être vrai devant lui. Et voilà, excusez-moi de parler de... Merci Sabine. Oui, et d'ailleurs on comprend du coup pourquoi devant la tombe de votre père vous êtes venu. Oui. On comprend maintenant dans vos propos. C'est vrai que la façon dont vous parlez du pardon, Christine, renvoie au fait de décider de laver une offense en fait. C'est suspendre les conséquences pour ouvrir quelque chose dans le présent. Tout à fait. Et qui ne soit pas l'effet du passé d'ailleurs. C'est libérateur. C'est libérateur. Merci de votre témoignage, Christine. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. J'écoutais, je vous ai écouté là. J'ai écouté le témoignage de Christine. Oui. Et je bouillais sur place parce que tout ce qu'elle a pu dire, je pense que cette personne, et tant mieux pour elle, n'a pas subi ce que j'ai subi. Et je peux vous dire que, ayant subi ce que j'ai subi, je ne pardonne pas et je ne pardonnerai jamais. Parce que lorsqu'on a 14 ans, qu'on est violé par son frère et que ça arrive à de la barbarie, je peux vous dire que lorsqu'elle dit que c'est libérer l'autre personne de sa prison, moi je suis en prison depuis l'âge de 14 ans, j'ai 58 ans, et moi je dis que je suis en prison à perpétuité. Ouais, vous savez ce que disait la grande philosophe Hannah Arendt sur le pardon. Elle disait que s'il n'y avait pas le pardon sur Terre, l'enfer serait assuré en fait. Et que vous êtes dans l'enfer. Oui, mais ce qu'elle disait, c'est que le pardon, c'est quelque chose de miraculeux, ce que disait Hannah Arendt, parce que c'est une rédemption possible d'une situation qui est irréversible. La phrase que disait Hannah Arendt, c'est la rédemption possible de la situation d'irréversibilité. C'est-à-dire que si nous n'étions pas pardonnés, nous serions figés dans un acte maudit, condamnés à payer pour le reste de notre vie ses conséquences. Donc enfermés dans l'acte unique, c'est ce que vous êtes, ce que vous décrivez très bien. Enfermés dans un acte unique dont vous ne pouvez pas vous relever, ce que décrit très bien Hannah Arendt. Il m'aurait tiré une balle dans la tête, j'aurais pas, depuis l'âge de 14 ans, subi tout ce que je subis. Ouais. C'est-à-dire l'enfermement, le mensonge, parce que maman est au courant seulement depuis 10 ans. Ça l'a détruit d'ailleurs. Elle a 91 ans, elle est complètement détruite avec ça. Mais quand elle dit cette personne de pardonner, c'est se regarder soi-même. Moi, j'ai rien fait. C'est ça que j'entends bien. Non, j'entends bien, Perrine, mais vous posez une question, c'est une question même pas tant psychologique que philosophique, la question du pardon, et spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des dispositions psychologiques qui permettraient au non de pardonner, ce que disent très bien, et sans citer beaucoup d'auteurs sur le sujet, et notamment sur la Shoah. Enfin, il y a eu énormément de travaux sur le pardon, et j'entends bien sûr votre souffrance, et les travaux d'Hannah Arendt, de la philosophe allemande, et elle a beaucoup travaillé
d'ailleurs sur les camps, on lui doit le procès Eichmann, etc. Vous posez une question où à un moment donné, pour un être humain, il n'y a pas d'échelle de dire ce qui est... Justement, c'est toute la question du pardon. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui serait pardonnable et quelque chose qui ne serait pas. Il y a quelque chose qui est vécu. C'est votre vécu. Et vous parlez de votre maman, vous parlez de vous. Et on l'entend bien dans la blessure. Et en même temps... C'est vrai que toute la logique, si je puis dire comme ça, du pardon, c'est une conversion du négatif. C'est presque une volonté de commencer quelque chose de nouveau. Et donc c'est une autre dimension. Kant parlait d'une dimension presque métaphysique dans le pardon. Donc après, c'est vrai que ça renvoie à vous et l'autre. Donc oui, quand on parle de liberté, de libérer, c'est vous, comme vous dites, vous êtes en prison. Vous n'êtes plus libre depuis cet acte-là. Et sans pardon, non. Oui, parce que bon, j'ai subi ces attaques sexuelles. J'avais 14 ans, j'en ai 58 et je peux vous dire qu'à 14 ans, j'étais un bébé, quoi. Bien sûr, à l'époque. bien sûr. Jusqu'à l'âge de 16 ans, où là, j'ai commencé à pouvoir me défendre. À qu'il n'y ait plus ces actes de barbarie comme il m'a fait subir. Mais après, c'était du harcèlement permanent puisqu'il était en permanence à la maison. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 40 ans. Oui. C'est harcèlement. Et même à 40 ans, il a failli me tuer, quoi. Et avant 40 ans, il a failli me tuer. Et votre mère, personne n'est intervenu auprès de vous? Vous étiez Personne seule? n'était au courant. J'ai toujours tout caché. Parce que je voulais pas détruire maman. C'était pour protéger ma maman. Mais du coup, elle pouvait pas vous protéger, puis maintenant elle le sait et elle peut plus vous protéger parce qu'elle est trop âgée. Elle peut plus me protéger, mais justement, je voulais laisser aussi un message à toutes les mamans. Quand votre fille, mesdames, vous dit « J'étais abusée par mon père, j'étais abusée par un frère, par un oncle », croyez-les, ne leur dites pas « Tais-toi, n'en parle pas ». Parce que si vous faites ça, vous n'êtes pas des mamans. C'est ce que vous a dit votre maman à vous, Perrine? Ma maman, moi, le jour où je lui ai dit, il y a 10 ans, elle a téléphoné à mon frère, à cet individu plutôt. Elle lui a téléphoné en lui disant qu'à partir de cette date-là, il n'était plus son fils. Pourquoi vous lui avez dit il y a seulement 10 ans? Parce que pendant des années, je me suis tue. Et si vous voulez... Pour protéger qui? Votre maman? Maman. Et pourquoi ne plus la protéger il y a 10 ans? Parce que ce qui s'est passé, c'est que en permanence, on me disait, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on me disait, oh, te voilà encore qui fait la gueule, mais je comprends pas, tu ris plus, tu souris plus, oh, te voilà encore qui fait la gueule. Et à entendre ça des membres de ma famille, il est arrivé un moment de temps où j'en ai eu marre, et puis aussi le fait que j'ai fait une tentative de suicide. Donc là, j'ai expliqué pourquoi. Oui. Parce que c'était soit le dire, soit recommencer. Et donc, lorsque je l'ai dit à maman, elle n'a pas hésité à me croire, pas du tout, au contraire. Et ça vous a fait du bien? Ça m'a fait du bien parce que maman le sachant, j'ai pu en parler à toute la famille. La famille a pu être au courant. Parce que je me taisais parce que je voulais pas que maman le sache. C'est son fils. Parce que moi, c'est mon demi-frère. C'est son fils. Mais je peux vous dire que maman est détruite parce que elle a son fils qui a fait ça à sa fille. Et j'ai eu la chance, dans mon malheur, c'est d'avoir une maman comme ça. Et c'est d'avoir une maman comme ça parce que elle est à 100% pour moi. Elle ne sait pas quoi faire pour moi. La pauvre, maintenant, elle est très malade, donc c'est moi qui m'occupe d'elle. En fait, je lui rends tout le bien qu'elle m'a fait. Mais c'est une destruction. Il m'a détruit mon adolescence. Il m'a détruit ma vie de femme. Et vous, pour votre vie de femme, justement, Perrine, qu'est-ce que vous avez pu faire pour vous-même? Rien. Oui, pourquoi? Parce que l'homme me dégoûte. Vous avez fait un travail sur vous? Vous êtes en thérapie? J'ai essayé, mais ça n'a pas... Non, c'est si vous voulez, ce qui m'a fait subir
on serait passé au tribunal, ça aurait été jugé, ça aurait été catalogué en acte de barbarie. Et ça vous aurait aidé, que ce soit jugé, Et qu'il y ait une comme, justice, que justice vous soit rendue. C'est ça qui vous a manqué? ouais, mais à l'époque, Oui. c'est-à-dire que moi, C'est vrai, à oui. mes 14 ans, si vous voulez, déjà, lorsqu'à l'époque, une femme adulte se faisait violer, malheureusement, elle l'avait cherché. Oui. Donc la mentalité était totalement sur le viol d'un enfant ou sur le viol d'un adulte, homme ou femme, il n'y a pas de... La mentalité était totalement différente. On n'avait pas la possibilité d'être cru comme les enfants et les femmes sont crues maintenant, quoi. Ce qu'il y a, moi, ce que j'entends dans votre histoire, Perrine, c'est que du coup, c'est vrai que c'est votre frère qui a posé un acte abominable et complètement destructeur sur vous, mais de ce fait, c'est comme si vous lui aviez laissé détruire l'entièreté de votre vie sans la reprendre plus tard par le biais d'un travail ou alors pardon, enfin voilà, c'est l'idée du chemin, mais moi ce que j'entends, c'est de voir que vous avez 58 ans aujourd'hui et vous dites il a détruit ma vie, et c'est vrai que l'acte était destructeur, c'est vrai que c'est abominable ce que vous avez vécu, et de pas avoir pu ou su reprendre votre liberté à vous. C'est-à-dire vous lui avez laissé votre vie finalement à votre frère. Je l'ai pas laissé, il me l'a pris. Oui, il vous l'a pris, mais vous lui avez laissé du coup une fois adulte. J'ai pas pu. Vous n'avez pas J'étais pu. trop Oui, jeune, j'ai j'entends. pas pu. Oui, résister. à l'époque, Perrine. Mais Mais après, si voilà. vous voulez, les années faisant, quand j'avais 16 ans, j'arrivais même, je me battais avec et tout ça. Oui. Je me suis battue. Oui, mais comme dit René, vous voyez, ça vous a beaucoup coûté de ne pas le dire. Peut-être plus encore que les abus en eux-mêmes, demande René. Est-ce que vous n'êtes pas enfermée dans ce silence Je me suis enfermée dans le silence pour protéger maman. Oui, mais alors vous pouviez en parler à un thérapeute, à d'autres gens autour de vous. Non, parce que c'était tellement des actes, j'étais tellement sale. Oui, c'était comme une honte pour vous. C'était de votre faute. D'accord. Je me sens toujours sale. Mon corps me dégoûte. Je ne me regarde pas. Je peux pas me regarder nue dans une glace. Même me prendre un bain, je me regarde pas. Mais Perrine, du coup, ça veut dire que vous laissez à votre frère et à cet acte d'avoir pris le pouvoir sur vous, parce que vous n'y êtes pour rien, une enfant de 14 ans que vous avez été abusée. Certes, ça crée de la honte chez l'enfant, les abus sexuels, et c'est toute la difficulté de la culpabilité, mais devenant adulte, c'était pouvoir tenter, en tout cas, et essayer ou réussir une réparation pour vous, parce que là, vous laissez l'acte continuer de vous détruire. Bah, oui, bien sûr. Mais oui. Et bien c'est sûr, ça. parce que je ne peux pas. Ouais. Un homme qui me touche, c'est l'horreur. Ouais. Puisque automatiquement, ça revient. Oui, parce que ça n'est pas ni travaillé ni accueilli par la femme adulte par rapport à l'adolescente qui a subi ça. Rien n'a été réparé. J'ai vu des thérapeutes et tout, mais non, c'est pas possible. C'est trop. C'est trop quoi? C'est trop. Ce qui m'a fait subir, c'est trop. C'est trop horrible. Ouais. C'est trop horrible. Et mais alors, du coup, Perrine, justement en étant trop horrible, il n'y a pas de volonté de lâcher ce trop horrible. Vous le gardez, vous l'emmenez avec vous tout le temps. C'est comme si tous les jours ce trop horrible existait. C'est-à-dire que je vis avec 24 heures sur 24. Ben oui, c'est ça qui n'est pas très juste pour vous. Ce que vous faites, en le vivant 24 heures sur 24, n'est pas très juste au regard de la femme que vous êtes. Vous voyez, vous lui laissez un pouvoir qu'il n'a pas à avoir sur vous. Il continue d'avoir des années plus tard un immense pouvoir de nuisance et de destruction sur vous. Parce que et j'en suis arrivée, si vous voulez, depuis des années, enfin pas des années, ça fait pas tellement longtemps, à ce que en fait, je m'aperçois que la vie ne m'intéresse plus. Je suis bien qu'enfermée à la maison avec maman qui est malade, qui est même très malade, ma pauvre petite mère. Mais l'extérieur,
Vous êtes un peu déprimée, du coup, ou Non, dépressive. c'est pas de la déprime, c'est du dégoût de l'extérieur. Oui, mais du dégoût de tout, parce que quelque chose entache, bien sûr, après ce que vous avez vécu. Par contre, à la maison, je fais plein de choses, parce qu'en plus, moi, je suis malade, j'ai la fibromyalgie. Donc, je m'occupe de maman, mais je fais tout ce qu'il y a à faire à la maison, mais moi, je m'occupe. Je fais des puzzles, je fais de la couture, je fais du tricot, je fais tout un tas de choses, quoi. Mais la vie extérieure ne m'intéresse pas. Oui. Vous avez lâché cette vie, quoi. Ma vie, c'est maman. Oui. Et malheureusement, je sais que je l'ai plus pour longtemps. Ma vie, c'est maman. Après, je sais pas. Ouais, c'est important là, peut-être maintenant justement, de songer aussi à vous et de vous prendre un peu par la main pour vous réparer, pour vous faire du bien. Songer à moi pour l'instant non, parce que maman a trop besoin de moi. Oui, ça n'empêche pas. Vous pouvez être là pour elle et là pour vous. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas soit moi soit elle. C'est vous et elle. Oui, mais j'y arrive pas. Oui. Mais vous auriez besoin d'être aidée. Perrine, vraiment. Oui, mais vous y arrivez pas, c'est normal, pas toute seule. C'est pour ça que je parle d'aide. Bien sûr que vous y arrivez pas toute seule, j'entends bien ça. Mais vous auriez besoin d'être aidée. C'est ça une aide, c'est quand on n'y arrive pas tout seul. On verra plus tard. Ouais, attendez pas trop longtemps, Perrine, pour prendre soin de vous. Quand maman me laissera, on verra. Oui, mais là ce sera dur, et si vous enclenchiez quand même un tout petit cycle avant pour vous. Ce sera dur qu'elle me laisse, parce qu'elle partira. Elle va pas vous laisser, elle continuera son chemin. Elle partira, mais de toute façon, elle sera toujours avec moi. Ouais. Et puis, ce qui se passe, c'est que, vu son état de santé actuel, c'est peut-être drôle ce que je vais vous dire, mais vu son état de santé actuel, on parle beaucoup de la mort avec maman, puisqu'elle sait où elle va, de toute façon. Elle a 91 ans. Et en fait, je suis en pré-deuil. Oui, donc vous vous préparez. Elle comme moi, on est prête. Elle est prête aussi parce que tout est fait, tout est prêt. Elle a ses affaires pour être enterrée, tout est prêt. Et moi, je suis en pré-deuil. Ouais. Mais voyez, Perrine, vous vivez des choses douloureuses et difficiles et comme dit un auditeur, une auditrice qui envoie un message, qui dit quand la souffrance n'est plus supportable, elle vous envahit, elle vous empêche de vivre, et si vivre cette douleur, ce serait en parler à un thérapeute qui serait libérateur pour vous. Donc je voudrais que vous y songez. Ouais, mais il y a d'autres douleurs qui sont greffées dessus. Donc physique, oui, j'entends. Physique, et puis j'ai une fille qui a 34 ans, j'ai 2 petits-enfants, j'en ai un qui a 7 ans, l'autre qui a 4 ans, et le deuxième, en plus, c'est moi qui l'ai accouché, puisqu'elle a accouché chez elle, et j'étais là, on n'était que toutes les deux, donc c'est moi qui l'ai accouché, et ça fait 4 ans que je les vois plus, et qu'elle m'a dit au téléphone, de toute façon, j'ai plus de mère. Vous voyez, et c'est ma seule fille. Oui. Donc, il y a toujours des drames qui m'arrivent, et puis il faut que je les prenne en pleine figure, et puis que je vive sans ou avec. Pas forcément, mais il y a une autre voie qui pour l'instant vous envisagez pas. Alors pourquoi? Mais comme vous dites, j'essaye, mais j'y arrive pas, et c'est ni essayer ni arriver, c'est vous laisser un peu aider, vous confier. Et d'ailleurs, comme dit un auditeur, la vie extérieure ne vous intéresse pas, et pourtant vous écoutez la libre antenne, il y a bien quelque chose en vous qui désire s'en sortir. C'est pas faux? Je sais pas. Mais je peux pas dire, je sais pas. Oui, mais il y a quelque chose qui vibre en vous, Perrine, et peut-être à écouter. Ne serait-ce que le fait que vous appeliez ce soir et que vous soyez touché par les propos de Christine, même si vous y adhérez pas, il y a quelque chose qui, comme un appel quelque part, comme une petite lumière dans un tunnel tout noir. Non, mais c'était surtout sur ces propos de pardonner. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui a détruit votre vie. Mais encore une fois, c'est pas une excuse, le pardon. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est vous libérer. Moi, je parle de votre liberté à vous, de votre vie, Perrine. Vous lui donnez trop de prise. Du coup, vous laissez quelqu'un détruire votre vie. Je sais pas si c'est très juste, pour vous-même en tout cas. Il
il continue, il ne continue pas à la détruire. Il l'a détruit. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je tente de la récupérer? D'en avoir des morceaux à moi? Il s'agit bien de votre vie. Est-ce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un? Vous vous rendez compte que des rescapés des camps d'Auschwitz qui sont passés par le pardon pour continuer à vivre? C'est pas rien. Ouais, mais... Mais ça fait réfléchir, ça. Oui, mais vous savez... Parce que sinon, ils n'auraient pas pu vivre. Oui, mais chacun... Moi, j'avais une grand-mère qui disait « chacun sent son mal ». Bien sûr. Oui, c'est vrai. Chacun sent son mal. Ouais. Donc chacun, fait comme il peut. C'est vrai, voilà. Perrine. Vous avez raison. Chacun sent son mal. C'est juste. Mais là, moi, j'entends la femme que vous êtes qui est prise avec sa maman et vous dites, après, on verra. C'est juste ce soin-là de vous que j'aimerais allumer un peu pour vous, parce que ce que vous faites, moi, me touche. Et quand je vous entends, je me dis, j'aimerais que Perrine, elle a une vie un peu plus douce, que ce soit un peu plus juste pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle? Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Oui, mais... Ouais, donc de vous considérer un peu, que quelqu'un soit là pour vous fasse du bien. Alors, vous faites du bien à votre maman et j'ai l'impression qu'il y a, pas grand monde autour de vous pour vous faire du bien, mais vous non, je suis... j'ai un autre frère, mais qui sur la situation qu'on vit toutes les deux, maman très malade, il est absent total. Il est absent total. Comme il m'a dit il n'y a pas tellement longtemps, de toute façon, le jour où ça arrivera, je ne m'occuperai de rien, tu te démerderas toute seule parce que je m'en occuperai pas. Donc, si vous voulez, c'est... on ne vit que toutes les deux. On ne voit personne, on ne vit que toutes les deux. Elle vit pour moi, elle tient pour moi, elle tient pour moi, parce que maman, il y a longtemps que si je n'étais pas là avec elle, maman aurait abrégé sa vie parce qu'elle a des souffrances horribles. Mais elle ne le fait pas pour moi. Et moi, tout ce que je fais, c'est pour elle. C'est, si vous voulez, toutes les deux... maman et moi, le cordon n'a jamais été coupé, et puis voilà, quoi. Ouais. Prenez soin de vous, Perrine. Faites attention à vous et essayez, en tout cas, comme vous parlez de vous préparer de pré-deuil, voilà, essayez d'enclencher en tout cas quelque chose pour vous qui soit plus doux à terme. Oui. Je vous embrasse, Perrine. Merci de nous avoir appelés. De rien. Merci à vous. Au revoir. Pour parler à Sophie Peeters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Solveig. Bonsoir. Bienvenue. Je voulais d'abord dire que peut-être que pour avoir le pardon, il faut qu'il y ait la reconnaissance du maltraitant, parce que sinon on se sent jugé, on se sent traité injustement et c'est pas acceptable. Donc que ce soit reconnu, que la blessure soit reconnue par celui qui l'a portée. Par lui ou par un tribunal, je dirais, officiel. Enfin, et je pense que la plupart des gens ont du mal à pardonner parce que la faute n'a pas été reconnue par quelqu'un. C'est vrai. Donc, moi, c'est un peu mon cas. Enfin, toute proportion gardée à côté des cas qui ont été, des personnes qui ont parlé, ça me paraît un peu dérisoire, mais... chaque histoire est très personnelle et c'est très intime, ce dont on parle là. Donc il n'y a pas de comparaison. C'est très intime, Personne ne peut pardonner à notre place. Quoi. Non, donc, bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup de mal à pardonner à ma mère. Puis, j'avais un peu occulté, puis c'est revenu depuis quelques années. J'ai 58 ans, donc pendant l'adolescence, je pense qu'elle était assez débordée parce qu'elle-même, je pense qu'elle était relativement angoissée. Et elle, donc on est 4 enfants, il y a eu mes 2 frères d'abord et puis ma sœur et moi ensuite. Moi, je suis la dernière des 4. Enfin, avec ma sœur, on se suit parce qu'on n'a qu'1 an d'écart. Et la manière dont on nous a traités, je vais parler pour moi, on va dire, la manière dont elle m'a traitée, moi spécialement, me paraît très injuste par rapport à la manière dont elle a traité mes frères. Face à les garçons sont toujours favorisés, je pense, dans quelque culture que ce soit, mais nous...
enfin, on nous habillait n'importe comment. On nous a jamais donné d'argent de poche alors que mes frères en avaient. On nous a pas poussé dans nos études. Je crois que on n'était pas plus bêtes que nos frères et je pense que, comment dire, elle a pas. Elle n'a pas anticipé ça, quoi. Puis surtout le fait que ça ne soit pas reconnu, parce que j'en ai parlé, j'ai dit, tu sais, ah mais c'était pas facile, si tu crois que c'était facile pour moi, je dis, ben oui, mais c'était pas facile pour nous d'avoir été enfant des parents pareils, quoi. Enfin, c'était un peu violent, mais elle me renvoie toujours à l'image que c'était pas facile. Mais je veux dire, c'est facile pour personne, les enfants, comment font les autres, quoi. Est-ce que, d'ailleurs, Solveig, quand je vous écoute, d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit de pardon ou de besoin que votre mère reconnaisse la mère qu'elle a été, c'est-à-dire pas au bon endroit pour vous? C'est ça qui vous blesse beaucoup aujourd'hui? J'aimerais si elle me disait, bon, j'ai fait des erreurs. Oui, voilà, c'est ça que vous attendez. Je pense que, voilà, bon, bah, c'est bon. Moi-même, j'ai un fils, je suis pas toujours c'est difficile. Mais enfin, comme je disais, je dis, bon, avec mon fils, j'ai essayé que ce soit la démocratie, que chacun ait la parole. Mais ma mère, enfin, je dis ma mère parce que mon père, je pense, a relativement baissé les bras assez vite parce que c'était pas quelqu'un qui s'exprimait. Je pense qu'il a beaucoup subi aussi, mais enfin bon, chacun ses choix. Hein. Et donc nous, c'était une dictature, on n'avait absolument pas le droit à la parole, et voilà. Donc c'était pas l'anarchie ni la démocratie, c'était la dictature, quoi. Voilà. Donc, alors, justement, la question que je me posais en vous écoutant, Solveig, c'est que pour vous libérer, justement, alors. Pardon ou pas, hein, c'est qu'est-ce que je comprends de qui était ma mère, de sa vie, de sa culture, pour comprendre que je sois cette fille-là ou une autre fille, elle aurait été comme ça de toute façon. Est-ce que ça pourrait vous aider? Parce que quelquefois, ce qu'on comprend une fois adulte, hein, de ses parents, de leur psychologie, de leur histoire, de leur vécu, permet de nous dire de toute façon c'était ça et ça n'aurait pas pu être autrement et ça ne peut même pas l'être aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être aidant pour vous? Ben, je me dis, c'est sûr qu'elle était débordée qu'une fille comme moi, mais je me dis en même temps, j'aurais pas été cette fille-là si elle n'avait pas été cette mère-là, parce que j'étais relativement, rebelle, c'est pas le mot, parce que défensive, je préfère, parce que rebelle, ça a un côté, j'emmerde les gens pour emmerder. Moi, c'était pas ça, je me défendais. Par exemple, lisez mon journal et puis on faisait largement part devant tout le monde par allusion. Prends ça dans mais lequel vous respectez pas du tout. Voilà, elle lisait mon courrier, donc je le recevais chez une copine. C'était une mère abusive, quoi, intrusive. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Bien sûr, quand je me regardais dans la glace, quelle idée de se regarder. J'aurais mieux fait de travailler à l'école, alors que ça n'avait rien à voir. Mais puis, il faut savoir, par exemple, jusqu'à l'âge de 28 ans, parce que j'ai fait un peu une analyse, j'étais ce que j'appelle en apnée, c'est-à-dire rien que d'en parler, je trouvais pas mon souffle, j'étais oppressée, j'étais comme ça, mais pendant l'adolescence, comme une asthmatique, je cherchais mon souffle tout le temps, mais je veux dire, puis elle me disait toujours, mais t'as des capacités, t'es intelligente, tu pourrais faire autre chose, mais je cherche un peu pourquoi je suis comme ça, enfin, non, jamais, non. Elle avait une forme de jalousie de femme envers sa fille, vous pensez? C'est ce qu'on a pensé, parce qu'une fois, mon père qui avait tendance quand même à voir ce qui se passait, pas pouvoir réagir, mais je pense qu'il en a beaucoup souffert. Je ne sais plus à propos de quoi, lui avait osé un petit peu dire quand même, tu pousses un peu, et elle lui avait répondu, mais tu seras content quand tes filles seront sur le trottoir. Oui, elle n'était pas à l'aise avec sa féminité, votre maman, manifestement. Il y avait quelque chose un peu difficile là pour elle, auquel vous la renvoyez bien malgré vous, en étant une jeune femme. C'est peut-être ça, vous voyez, c'est quand je vous dis comprendre dans quoi elle est, c'est comprendre que elle
elle avait sans doute, alors on parle au passé, elle est peut-être encore là, mais elle est encore vivante. C'est que le rapport à la femme, alors et sans doute à sa mère elle-même, il y a quelque chose là en transgénérationnel un peu douloureux, un peu coincé, un peu bloqué, et que vous, étant fille et en plus ayant du caractère, c'est-à-dire vous laissant pas faire, bloquant le projet de la mère d'essayer d'abîmer votre féminité comme la sienne était abîmée, ce qu'elle n'a pas pu faire, vous coupez quelque chose de la répétition et là vous vous libérez. On n'est pas tant là, et c'est vraiment intéressant votre témoignage Solveig dans une histoire de pardon que de dire aussi toujours dans cette libération de dire est-ce que je continue à garder ce poison-là ou est-ce que je peux comprendre que ce poison n'appartenait qu'à elle et peut-être à son histoire avec sa mère, mais que c'est pas mon histoire. Est-ce qu'elle a essayé de m'inoculer en termes de poison? Je le prends pas. Je le prends pas parce que c'est pas moi. Ça vous parle ça, Solveig? Non. Non, ouais, non, parce que ouais. Je sais pas si, enfin, je sais pas comment. Si elle disait, mais elle peut pas accepter déjà. Est-ce qu'elle a conscience déjà d'avoir un petit peu Aucun, sans doute aucune conscience. Alors, si on lui dit pas, parce que quand je lui parle de l'argent de poche, je dis mais les garçons avaient de l'argent de poche et ma sœur et moi non. Mais quand vous êtes encore comme ça à votre âge, Solveig, vous continuez à être la petite fille de votre maman, voyez. Et vous, là, vous me dites vous avez 58 ans et vous ne vous créez pas de liberté. C'est juste de dire, de rendre à maman ce qui est à elle, c'est-à-dire manifestement ce qu'elle n'a, elle pas pu ou pas su dépasser. Est-ce que vous, en tant que femme, la liberté que vous pouvez prendre d'être la femme que vous avez envie d'être malgré la mère que vous avez? Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Surtout que pendant que mon fils était là, chez moi, quand il était là, il avait 27 ans, donc je suis un peu occultée. Au départ, j'ai fait quelques allusions en disant nous on parlera, nous on est en démocratie. Vous voyez les petites allusions perfides. Donc je n'étais pas fière, mais ça faisait du bien. Non, oui. Ouais. Histoire, si jamais elle comprenait quelque chose, ouais. Je suis pas certaine. Non, j'y crois pas non plus. Dire qu'elle avait une fille qui la critiquait tout le temps, mais elle n'a pas cherché à savoir pourquoi je disais ça. À mon avis, voilà. Et donc, pendant que j'ai voulu qu'il y ait des bonnes relations avec sa grand-mère, donc elle s'en occupait bien. Donc, et puis depuis quelques années, je suis de nouveau dans le ressentiment, quoi. Ah, c'est intéressant. Ouais. Parce que ma sœur, qui a vécu, qui elle ne disait rien. Ma sœur a beaucoup subi. Et donc, en gros, chacun dans la famille, il y avait deux enfants entre guillemets qui étaient à ma mère et deux à mon père. C'est-à-dire que ils avaient tranché, ils avaient chacun les leurs, quoi. Ouais, donc le père les filles et la mère les fils. Non. Ah bon. Je me suis dit c'est très oedipien. La fille à maman, moi, ce qui est un con, parce que on va dire qu'en gros, pour schématiser, les deux soumis étaient à mon père, si on peut dire, et les deux rebelles entre guillemets étaient à ma mère. Ouais. Alors dont moi, qui est quand même pas mal tapé du pied par la suite, quoi. Donc, et je sens même maintenant qu'elle a un côté, elle me parle comme toujours comme à une petite fille, ma petite chérie, comment tu vas? Mais des fois je dis, mais enfin, j'ai pas 12 ans, pourquoi elle me... C'est très paradoxal, vous voyez, je suis en même temps la rebelle, en même temps la petite fille à protéger. Encore la petite fille de sa mère et pas la femme, mais du coup votre mère en joue en fait. Et il y a un lien qui est pas encore très très libéré entre vous, Solveig. D'accord, oui. Et qui demande à en tout cas se détacher du regard l'une de l'autre. Vous voulez qu'on poursuive ensemble peut-être après le journal, oui, D'accord, Solveig. Et alors on se quitte quelques minutes pour un journal et puis on se retrouve juste après les informations. À tout à l'heure, Solveig. À tout à l'heure. Minuit 12h13 déjà, vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct avec vous jusqu'à 1h du matin. Une libre antenne qui a démarré, qui se place sous le signe du pardon ce soir. Et puis alors il y a Anne qui n'a pas eu le temps de noter le mantra que je donnais dans ma petite introduction. Alors je le redonne à destination de Anne et de vous tous. Ce petit mantra qui est issu de l'Ho'oponopono.
Osho, philosophie hawaïenne et qui permet de se libérer des vieux schémas en demandant pardon par une phrase. Cette phrase justement qui se dit comme un mantra afin que toutes nos mémoires erronées en rapport avec une situation s'effacent. Alors voilà ce que dit ce petit mantra. Il dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Voilà. Et puis Quentin et Corentin sont toujours là pour accueillir vos appels au 39 21 et c'est Julien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peeters. Et nous retrouvons Solveig, avec laquelle on était juste avant le journal de minuit. Vous êtes là, Solveig ? Oui, je suis là. Voilà. Et nous étions en train d'échanger sur finalement votre relation avec votre maman. On était parti du pardon, mais on a un petit peu cheminé. Vous disiez que voilà, vous étiez la dernière fille d'une famille de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et que vous aviez de nouveau ce ressentiment que vous aviez eu étant jeune avec votre maman, mais qui renaît depuis quelques années, avec d'un côté une petite fille qui aimerait bien que maman la reconnaisse, la légitime dans la femme qu'elle est, et puis finalement aussi qu'elle a été une maman un peu tyrannique, abusive, voire pas respectueuse du tout, à lire votre journal intime, à vous dégrader quand vous regardiez dans la glace. Il y a tout ça qui remonte, et d'un côté aussi la femme, j'ai l'impression en vous qui a envie de s'émanciper du regard de cette mère-là. Tout à fait, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je me suis émancipée, entre guillemets, j'ai quand même eu une vie de couple, sur le plan de la construction, mais je parle d'émanciper du regard. Ce que dit d'ailleurs Monica, envoyé un message en disant il est normal que votre mère vous voit toujours comme sa petite fille, ce n'est pas à elle de vous donner un statut d'adulte, c'est à vous de le prendre. Moi, ce qui m'intéresse là, Solveig, c'est de savoir pourquoi ce ressentiment revient là maintenant depuis quelques années. Qu'est-ce qui est revenu, le titiller ou le... En fait, ça a toujours été les 4 enfants. On sait tout à fait qu'on a eu des parents, pas trop au point, mais depuis quelques années, je sais pas, ma sœur m'en parle, que je vois régulièrement, m'en parle. Puis ça m'a fait tilt. J'ai dit mais oui, effectivement, il y a eu ça et ça qui sont passés. Alors peut-être que elle a beaucoup de mal à dire les choses. Moi j'ai pu le dire un peu à ma mère, donc mais elle l'a pas dit, donc je pense qu'il y a quelque chose aussi qui lui pèse un peu, et on en parle. Encore cet après-midi, on s'est vu, puis on en a parlé. On a parlé de l'argent de poche. C'est marrant, quand on se voit, il y a toujours quelque chose qui fait que... c'est intéressant parce que c'est votre sœur qui vous a ramené dans le passé. Elle vous a emmené avec elle. C'est pour ça que ça remonte. Ouais. On est toujours les 2 petites filles, mais nous, on existe, on est là. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi ça nous... Et alors, qu'est-ce qui vous empêche, dans le sens, qu'est-ce qui bloque pour vous et votre sœur de considérer aujourd'hui cette mère telle qu'en elle-même, qui n'a pas pu, vous dites ils n'ont pas été au point, faire autrement que ce qu'elle a fait, et c'est ainsi, vous voyez, c'est-à-dire de mettre de la distance. Qu'est-ce que ça vous amène de ressasser ça aujourd'hui ? Moi, c'est une sorte de rage, quoi. J'ai envie de dire, parce qu'en même temps, il y a une forte culpabilité. Vous voyez, là, j'ai du mal à l'appeler. Et quand je l'appelle pas depuis un certain temps, je dis, oh là là, faut quand même, je me prépare psychologiquement, j'écris ce qu'il faut que je dise, voilà. Vous écrivez. Oui, parce que, voilà, quand je l'appelle, personne n'est dupe. On dit comment ça va bien, voilà, tout va bien, mais je pense qu'elle n'est pas dupe, et moi non plus. Elle me dit pas... si elle a un réel souci, elle ne me le dit pas. Si j'ai un réel souci, je ne lui dis pas. Donc c'est quand même, c'est vrai, une forme de petite fille qui ne veut pas atteindre sa maman, ou une maman qui ne veut pas dire la vérité à sa petite fille. C'est vrai que c'est... elle ne parle pas comme à une femme, quoi. Et pourtant, vous aimeriez être reconnue dans la femme que vous êtes, et votre maman, finalement,
a toujours été très décevante pour vous, c'est qu'elle vous a jamais donné ce dont vous aviez besoin au moment où vous en aviez besoin. Voilà. C'est-à-dire à l'adolescence, ce besoin d'être reconnue dans votre féminité de naissance, aujourd'hui d'être reconnue en tant que femme. Donc elle vous enlève à chaque fois ce dont vous avez besoin, elle vous en prive. Oui. Et vous ne cessez que d'avoir envie que ça arrive. Vous faites pas le deuil finalement de cette maman. C'est vrai. Et voilà. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas, je veux dire, c'est pas une souffrance, mais peut-être que la rage est une forme de souffrance aussi. Oui, mais parce que c'est une attente. La rage, vous savez, c'est une colère, et la colère, ça signe toujours notre impuissance, c'est-à-dire le fait qu'on puisse rien faire, un peu comme un piège. La rage, c'est que vous êtes piégé. Et quand on est dans ce genre d'émotion, on a besoin de trouver une action bonne pour soi. Et là, dans votre cas, l'action bonne pour vous, ce serait de laisser votre maman là où elle est, c'est-à-dire d'arriver à vous restituer à vous ce dont vous avez besoin, en comprenant que jamais, malheureusement, et je vous le dis, et vous le savez, Solveig, que jamais elle ne changera, elle ne vous donnera jamais ce dont vous avez besoin. Jamais elle vous dira que vous êtes la femme que vous êtes jolie, enfin, tout ce que vous souhaiteriez entendre de sa part, elle ne vous le donnera jamais. Et je pense que c'est important que vous en ayez clairement très conscience, parce que sinon la petite fille en vous attend toujours ça quand vous l'appelez. Moi, j'attends juste de la bienveillance. Voilà, mais elle n'en est pas capable, cette mère-là. Elle n'en a jamais eu. Je n'ai jamais entendu dire du bien de qui que ce soit. Quoi. Oui. Et alors, vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'elle en serait capable aujourd'hui et qu'elle ne l'a pas été hier ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, vous attendez quelque chose qui ne va jamais arriver, manifestement. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et du coup, vous restez dans cette attente sans prendre la mesure de se dire, oui, c'est vrai. Et c'est douloureux pour vous de vous dire, oui, ma mère n'est pas bienveillante et il y a peu de chances, même aucune, qu'elle le soit un jour pour moi. C'est renoncer à l'idéal de mère dont vous avez besoin. Vous êtes encore dans cet idéal-là. Mais en même temps, c'est comme si j'étais punie de... Vous voyez, c'est ça qui est insupportable. Je suis punie alors que moi je suis innocente, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais c'est ça que je ressens. Je me dis, mais enfin, et ma sœur plus encore peut-être, mais punie d'avoir cette mère-là ou punie de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Alors, je ne sais pas si je suis punie d'être une fille, parce que je pense déjà elle voulait que 2 enfants, donc moi j'ai tout faux, parce que erreur de calcul, je suis là. Oui. Donc je pense, et puis circonstances aggravantes, on est des filles, donc c'est encore pire. Donc est-ce que c'est parce que c'est moi, ou est-ce que c'est parce que je suis une fille et que... Je sais pas. Et on rejoint là, Solveig, ce qu'on avait débuté dans l'émission autour du pardon, c'est-à-dire que du coup, votre maman a encore trop de pouvoir sur vous à travers ça. C'est que vous n'êtes pas libérés. C'est que ça vous entrave, votre sœur et vous. Et dans cette logique de pardon qu'on est en train de tracer là dans l'émission, il est question de se libérer, de se dire, le mal qu'on m'a fait ou que quelqu'un m'a fait, je n'ai pas envie de le garder en moi. Et je n'ai pas envie de continuer à cheminer avec, donc je le rends à l'autre, je le redonne à l'autre quelque part en le pardonnant. C'est-à-dire que je m'en défais, c'est pas à moi. Solveig, c'est pas moi, maman me regarde pas comme je sais que je suis, elle saura jamais le faire. Et vous pouvez être très triste pour votre maman, parce que de fait, c'est très triste pour elle. Vous pouvez avoir énormément de tristesse pour elle et avoir la bienveillance qu'elle n'est pas capable de vous donner dans cette tristesse. Mais en revanche, renoncer à attendre ça, parce que l'attendre et continuer le lien et rendre vivante la toxicité de votre mère. Le poison, il continue à infuser. Quand vous me dites que vous devez écrire et que vous avez quasiment l'estomac noué quand vous l'appelez, ça infuse encore. Oui. Il y a Joseph qui dit oui, on doit se rappeler que nos parents étaient avant tout et avant nous des individus et Solveig doit avancer également comme un individu, ne pas porter les erreurs de sa mère. Et c'est vrai que du coup vous portez ça à l'intérieur de vous avec votre sœur en le faisant vivre. Il faudrait qu'on arrive à dire définitivement on a tout faux, et puis on a tout faux par rapport à elle. Oui, non. Oui, enfin pas tout vous faux. N'avez pas du tout faux, Solveig. Stop. Entre guillemets, oui,
oui, je comprends. Oui, elle, c'est quelle tristesse. Parce que si vous faites ça, Solveig, c'est que ce qui va être douloureux pour vous et votre sœur, c'est l'immense tristesse qui va naître de ça. C'est que là, vous voyez, quand on parle du processus de deuil qui a été très très bien étudié par Elisabeth Kubler-Ross, la grande psychanalyste, elle parle à un moment donné de donc la première phase, la phase de déni, là où vous n'êtes pas, la phase de colère et de chantage, les deuxième et troisième phases. Et vous êtes là-dedans, c'est-à-dire le chantage, c'est et si maman un jour pouvait être bienveillante. Et puis par moments vous alternez avec la colère et la rage. Et la quatrième phase, c'est la tristesse. C'est que au moment où vous allez renoncer à espérer avoir une mère gentille et bienveillante, alors ça va être un deuil terrible. C'est-à-dire que le deuil va rentrer dans le dur, quoi, dans cette immense tristesse. De dire, elle sera jamais celle j'aurais espéré, on aurait voulu toutes les deux qu'elle soit pour nous. On l'aura jamais eu, cette maman qui nous dit qu'on est jolie, qu'on est sympa, qu'on fait bien les choses, qu'on est des chouettes mamans, qu'on fait bien, quoi. Jamais on l'aura, celle-là. Oui, c'est vrai. Et renoncer, c'est douloureux, c'est-à-dire quelquefois, même si ça fait mal, on continue à espérer le coup de fil ou la fois où elle vous dira un petit truc gentil. Sur votre tenue, sur vos enfants, la petite phrase sympa, quoi. Vous l'attendez à chaque fois. La seule chose qu'elle peut dire de bien, principalement, c'est pour ça je trouve qu'elle a, comme j'avais dit à ma sœur, elle a plus un comportement de femelle, c'est violent, mais je prends ce mot exprès, que de mère, parce qu'elle, elle fait beaucoup de charme aux hommes, vous voyez, entre guillemets, elle a 86 ans, mais vous voyez que les femmes... Et le seul compliment qu'elle peut nous faire, c'est « Oh, tiens, t'es bien coiffée » ou « Moi, j'ai pas trop de rides », donc elle me le dit souvent. Ah oui. « Tu fais pas ton âge », c'est intéressant. C'est pas j'ai pas envie qu'elle me dise ça, ça fait plaisir. Je préférais qu'elle me dise « T'as été une bonne mère, tu es gentille, tu es intelligent, tu es drôle, Oui, des qualités intrinsèques et pas une histoire de femelle, comme vous dites, de femme. Voilà. Quel rapport elle avait avec sa maman ? Je pense que sa mère était très... D'ailleurs, elle n'a jamais été une grand-mère qu'on a affectionnée déjà. Elle était très rigide. Je pense que c'était... Je pense qu'elle avait un frère et je pense qu'il y en avait que pour son frère. C'est parce qu'il y a un truc qui se transmet de génération. Et votre mère est très gamine finalement sur sa beauté, son physique. Vous voyez ce qu'elle observe, comme vous dites, de femelle, c'est-à-dire c'est un truc de fille, quoi. C'est la cour de récré de fille. Un homme sera beau, mais jamais elle dira mon mari, c'est quelqu'un de très bien. Moi, je trouve qu'il est formidable. Jamais elle m'a dit il est gentil, il est intelligent, c'est un bon père, un bon mari. Comme elle le trouve peut-être pas beau, elle m'a jamais fait de compliments sur lui finalement. Mais elle est dans l'apparence, beaucoup dans l'apparence. C'est terrible. Oui, il y a une forme d'immaturité chez votre maman. Et vous voyez, d'aller piller, ce que vous me racontiez de votre adolescence, elle allait piller votre féminité naissante. Elle voulait espionner et vous pouvez vous féliciter, Solveig, d'avoir eu cette force de dire non, de faire barrage à cette mère qui essayait de piller vos trésors de fille. Donc là, c'est intéressant parce qu'adolescente, vous avez eu beaucoup de liberté par rapport à elle. C'est marrant, j'avais déjà beaucoup de recul parce que dans mon journal, je parlais à quelqu'un déjà, j'étais dans une solitude. Je m'inventais des... Bref. Comme ça, j'en tremble rien que d'en parler. Fou, ça me... Comme quoi, c'est pas réglé. Et puis, qu'est-ce que je disais pourquoi je disais vous ça inventiez, vous parliez à quelqu'un, donc dans votre journal, vous parliez d'elle. Oui, donc j'avais déjà le recul en disant que nos frères étaient mieux traités, qu'on leur demandait pas de faire le ménage. Bon, ça, c'est... Je crois que même maintenant, je crois qu'ils sont toujours favorisés, les hommes, à faire. Et qu'elle était très inquisitoriale par rapport aux garçons que je ne fréquentais pas, parce que je m'aimais tellement pas un garçon qui me regardait, je baissais les yeux. Donc, il n'y aurait pas eu place pour un garçon, de toute façon, puisque j'étais si peu jolie, si peu intéressante que... Elle a vraiment, elle a tout fait pour que... Et c'est intéressant parce que l'adolescente que vous étiez avait déjà compris qu'elle pouvait pas attendre de validation par la mère, mais en grandissant et en continuant votre chemin, vous l'avez quand même espéré.
Et ce qui est naturel, hein, c'est très humain. C'est tellement important, Solveig. Mais peut-être que c'est ça le chemin que vous avez à parcourir avec votre sœur, c'est de ne plus l'attendre en sachant que du coup, il y aura une grande tristesse qui naîtra de ça. Et que quelquefois, on n'a pas envie d'être si triste. Donc, on préfère, idéalement, se dire que les choses pourraient être différentes et peuvent l'être. C'est difficile, la deuil. Ah, on vous a perdu ? Ah non, j'ai peur. Ah non. Non. J'ai peur. Mais moi, je pense que ça va me libérer de savoir que c'est pas une mère idéale. Ça, on le sait déjà, mais de le savoir vraiment, je pense qu'au contraire, ça va me libérer. Je dis c'est bon. Ouf, il n'y a plus rien à attendre. Voilà. C'est fait, et je pense que il est là votre chemin, voyez. Et on n'est pas tant là dans une histoire. Oui, finalement, on pourrait dire que c'est une forme de pardon dans le sens où c'est ce que je vous disais, c'est rendre à l'autre ce qu'elle est et dire moi pars, hein, je pars, hein, je pardonne par ce don-là que je lui fais de ce qu'elle est. Moi, je continue mon chemin et je retrouve ma liberté. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous souhaite de le retrouver, vous, Solveig, et d'être la maman que vous avez envie d'être. Vous m'avez beaucoup aidée. Hein. C'est gentil. Merci à vous, Solveig. Merci. Bonne nuit. Excusez-moi, Sophie. Si quelqu'un veut me laisser ses coordonnées, ce sera avec plaisir. Bien sûr, on transmettra. Bien sûr, vous avez raison. Pas de problème. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne nuit, Solveig. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Françoise. Oui, bonsoir, Bienvenue. Sophie. Merci de me recevoir à l'antenne. C'est vrai que c'est un petit peu délicat pour moi. J'écoutais vos auditrices et en tant que mauvaise maman, c'est la question que je me pose pour l'instant. Mauvaise maman, c'est dur ça. Oui. Je sais pas trop quoi faire par rapport à mon fils. Oui. Donc je suis déjà passée il y a quelques semaines avec Caroline. Oui. Et donc en fait, je n'ai plus la garde de mon fils. Je n'ai pas voulu me battre pour l'avoir parce que je pensais effectivement que mon fils serait mieux avec son papa. Et donc je n'ai pas le droit de garde. J'ai un problème d'alcool. Et c'est quelque chose dont on parle facilement avec mon fils parce qu'il le sait. Il a quel âge votre fils ? Il va sur ses 13 ans. Oui. Donc c'est bien, vous lui avez dit la vérité, que vous n'aviez pas la garde à cause de ça. Absolument. C'est courageux. Bravo. Pour moi, c'était évident. Mais c'est formidable. Son père a refait sa vie. Donc, je pense que mon fils a une vie équilibrée auprès de son père. Et donc vous le voyez quand, votre fils, tous les combien ? Quand il veut. Quand il veut. Quand il demande à vous voir, comment ça se passe ? Oui, en général, il me dit... En fait, mon fils est quand même très, très occupé. Il a énormément d'activités à droite, à gauche. Et là, par exemple, je ne le verrai pas ce week-end. Et c'est vrai que pour moi, c'est compliqué. Donc, je dis, mais pourquoi tu peux pas... Bon, on est dans une petite ville, donc il peut donner un coup de vélo et puis il peut venir me voir. Mais surtout que, on a un dilemme par rapport à la maison où j'habite encore. Et ça, c'est vrai que, mon fils veut rester dans la maison. Ce que je comprends, hein. Mais je dis, mais tu sais, c'est mon... Bon, c'est bon. Donc, je dis oui, mais bon, c'est pas simple. C'est pas simple par rapport à ça. Est-ce qu'il vit dans la maison avec son papa ? C'est ça que vous aviez avant, dans le fond ? En fait, son papa voudrait récupérer la maison et s'y installer avec sa compagne. C'est la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui ? Oui. Alors, je ne sais pas si mon fils a vraiment réalisé qu'en fait, il y aurait une autre maman. Dans cette maison-là ? Une autre femme. Oui. Une autre femme qui ne serait pas sa maman. Donc, mais j'ai eu la possibilité de parler avec cette femme pour la première fois. Je l'ai eu au téléphone et ça s'est très bien passé. Enfin, il n'y a pas eu je veux dire, ça s'est vraiment très bien passé. On a bien parlé toutes les deux et je lui ai demandé comment ça se passait avec mon fils. Parce que une fois, mon fils m'a quand même dit que c'est pas ma mère. Donc, et comme je lui ai dit, je dis non, t'es pas son fils non plus. Donc c'est pas facile. Donc ça veut pas dire qu'elle t'aime pas,
mais t'es pas son fils et c'est pas ta mère. On est d'accord. Et en plus, bon, elle est aussi séparée. Elle a des enfants d'autres unions. Enfin, je sais pas le détail, mais donc on en a parlé et c'est ce que j'ai essayé de parler J'ai essayé de parler de ça avec mon fils et bon, pour en revenir avec mon problème d'alcool, donc je lui ai expliqué. Et il m'a dit une fois, de toute façon, non, c'est ma mère qui me l'a dit, donc sa grand-mère. Elle m'a dit que c'était maman, je l'ai jamais vue boire, mais je sais quand elle boit, moi. Donc c'est vrai qu'il n'est jamais tombé sur des bouteilles ou, je veux dire, non. Mais donc ça c'est quelque. Oui. Et Françoise, vous qui avez cette conscience-là, oui. qui est rare pour les personnes qui ont, comme vous, un problème avec l'alcool ou une addiction à l'alcool. C'est assez rare votre niveau, voilà, de conscience, et vous qui l'avez et qui avez, j'allais dire, cette crainte ou cette forme d'anxiété dans le regard de votre fils, dans vous avez démarré votre témoignage en disant et si j'étais une mauvaise mère. Est-ce que ça vous donne envie ou ça vous conduit à faire quelque chose pour vous, pour ce problème-là? C'est compliqué parce que bon, je suis suivie par un addictologue, je suis suivie par une psychologue et je fais partie d'un groupe de parole. J'ai l'impression que ça sert à rien. Pourquoi? Mais parce que j'arrive pas à me guérir. Et quand vous en parlez, là vous le dites, j'imagine, au groupe et à la psychologue, aux gens que... Et qu'est-ce qu'ils vous répondent quand on leur dit, moi j'ai l'impression que ça sert à rien, je guéris pas? Quelque part, j'ai l'impression que eux n'ont pas guéri non plus. Ah, vous voulez dire dans le groupe? Oui. Cette espèce de sentiment qu'on s'en sort jamais, c'est ça que vous pensez? Oui. Et qui vous décourage du coup, qui vous crée du découragement. Oui. Comme si l'endroit thérapeutique où vous êtes, au lieu de vous donner une ressource ou un espoir, vous remet dedans, enfin vous maintient plutôt dans la situation. Quelque part, oui. Quelque part, oui. Ouais. Et également dans le travail que vous faites avec le thérapeute. Non, elle est très ouverte. Enfin bon, on arrive à parler, mais avec le psychologue, enfin l'addictologue, j'ai l'impression qu'on tombe toujours sur des cachets. Et moi, je veux pas forcément prendre des médicaments. Je comprends. Donc, le groupe de parole, on tourne un petit peu en rond. Non, la psychologue, c'est autre chose. Ça vous aide. Ça m'aide plus. Mais bon, c'est difficile de la voir aussi. Hein. Elle est surchargée, donc c'est compliqué. Ah, vous la voyez pas très régulièrement, pas assez souvent? Non. Tous les combien? Tous les mois. Ah oui, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Est-ce que vous pourriez lui demander à elle un relais ou quelqu'un qui vous suive toutes les semaines de façon beaucoup plus proche? Parce que peut-être que vous, quand je vous entends justement parler à l'antenne, à la radio, m'appeler ici, j'ai le sentiment effectivement que c'est pas dans le groupe forcément, parce que vous avez largement dépassé la phase du déni dans laquelle se trouve, et que vous avez plus besoin qu'on vous supporte, dans le sens qu'on vous soutienne, d'avoir un support pour vous donner du courage. Vous avez besoin qu'on vous aide. Ouais. C'est le courage qui vous manque, vous diriez? C'est peut-être pas le mot, d'ailleurs. C'est l'idée de m'en sortir qui me manque, en fait. Ah, c'est de ne plus... Vous avez vu le film, le dernier, Pour la route, avec... Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, ce très beau film avec François Cluzet? C'est un très beau film. Mais pour vous, ça reste un film. Ouais. Ah oui, et puis je l'avais, mais j'ai dit à quelqu'un de ma connaissance de le regarder, et puis il me l'a jamais rendu.
Mais c'est un très bon film. Ouais. Parce que ça donne de l'espoir aussi. Je vous dis ça pour ancrer, alors je pense à ce film-là, il y en a d'autres, pour ancrer quelque chose en vous, ou peut-être essayer de rencontrer autour de vous, demander à votre thérapeute de vous faire rencontrer des gens qui s'en sont sortis, parce que c'est ça qui vous ferait du bien. Ce serait, et d'ailleurs je lance un appel à l'antenne d'Europe 1 pour vous, tout de suite Françoise, parce que je crois que ce qui pourrait énormément vous aider, c'est d'avoir des témoignages avec vous ou des gens qui vous appellent et qui vous racontent comment ils s'en sont sortis et qui ne sont jamais retombés, et je vous assure qu'il y en a. Et c'est ça dont vous avez besoin, de pouvoir regarder loin devant vous. Et pour être totalement disponible pour mon fils. Et c'est ça mon... Qu'est-ce qui fait, Françoise, que vous pensez que vous personnellement, alors je vais vous renvoyer à vous ne vous en sortiriez pas, je parle au conditionnel? Est-ce que je pourrais dire que c'est... Enfin, non, héréditaire, non, je pourrais pas dire ça. Parce que votre mère buvait? Votre père? Quelqu'un dans la famille? Oui. Oui, les deux parents, un parent? Écoutez, moi j'ai été élevée avec ça, donc. D'accord. Donc il y avait une bouteille de bière, une bouteille de vin rouge, une bouteille de vin rosé. Donc bon, maintenant ça se fait plus, mais c'est vrai que. Oui, il y avait une génération. Je sais pas quel âge vous avez, Françoise. 51. Oui. Bon, parce que c'est l'après-guerre, il y a une génération à la libération, avec aussi le whisky, des alcools forts. Cette génération-là prenait des apéritifs avec des alcools forts. Alors que moi, c'est pas du tout quelque chose que je consomme. Les alcools forts, non. Mais vous les avez vus sous vos parents ou jamais? Non. Donc c'était une forme d'alcoolisme, mais mondain. Oui. Ils buvaient beaucoup. Donc là, c'est pas une hérédité, vous voyez, parce que est-ce que vous avez élucidé en thérapie qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'alcoolisme? Qu'est-ce que vous avez fui en entrant? Est-ce que c'est au moment de votre séparation? À quel moment vous avez commencé? Mon ex-mari a tendance à dire que, ma mère a tendance à dire que j'y suis rentrée au décès de mon père. Oui. Et c'est vrai que mon père est décédé il y a 11 ans. Et pour moi, ça a été très, très dur. Donc votre fils avait 2 ans, il était tout jeune. Oui, il est tout petit, mais bon, après, moi, j'ai élevé mon fils et j'ai très bien géré. Au départ, on gère très bien. Oui. On gère parce très qu'on bien. arrive à cacher. Voilà, on arrive à cacher. Et c'est quand j'ai commencé à en parler, en fait. Parce que avec mon ex-mari, comme ça n'allait plus entre nous, je lui ai dit qu'effectivement, j'allais en parler. Oui. Et donc, j'en ai parlé. Et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu retourné contre moi. C'est-à-dire que ça a été mis en pleine lumière, donc c'est comme si vous n'arriviez plus à gérer. Non, ça s'est pas retourné contre vous, mais ce qui s'est retourné contre vous, c'est la honte qu'on essaye de cacher quand on boit. Oui. Donc ça vous a explosé quasiment en pleine figure. Oui. Ça, je comprends. D'où ce sentiment que ça se retourne contre vous. Ouais. Ça a été dur, et puis maintenant, il faut que j'arrive à gérer avec mon fils. Et ça, c'est pas facile. Donc d'accord. Et donc ça fait 11 ans en fait que vous. Oui. Ouais. Ouais. Et vous avez divorcé il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Enfin, oui. Donc, la séparation est depuis 2 ans. Ouais. Et quand vous dites il faut que j'arrive à gérer avec mon fils, c'est je ne voudrais pas que mon fils me voie comme ça ou ait cette image de moi, ou m'en sortir pour mon fils. J'ai l'impression que mon fils a peur de venir me voir parce qu'il ne sait pas dans quel état il va me trouver. Et ça lui est arrivé d'arriver à la maison et de vous trouver Je crois que c'est arrivé une fois. Oui, vous vous souvenez pas. Ouais. Non. Et il a eu peur de ça? Oui, il a eu peur de ça. Ouais. Vous en avez parlé ensemble, il vous l'a dit? C'est ce que j'essaye de parler avec lui, mais il a du mal à en parler encore. C'est un enfant qui est très réservé. Ouais. Donc moi, je me suis retrouvée à l'hôpital, donc je ne sais plus trop comment ça s'est passé. D'accord. Mais apparemment, ils sont venus avec son père et j'étais pas bien. Ouais, et ils vous ont hospitalisé. Oui. Ouais. Et
Et en fait, vous avez invité votre fils à en parler, Oui. mais il a du mal. Ouais. Oui, il a du mal. Oui, c'est courageux de votre part. Oui, c'est normal qu'il ait du mal. Et puis il y a sûrement plein de choses qu'il a entendues ou à 13 ans. Hein, il lit sur Internet, donc si ça se trouve, il s'est renseigné. Il est peut-être très inquiet pour vous et il veut pas vous en parler. Et vous, de votre côté, vous avez bien sûr la culpabilité, la honte, mais qui ne vous aide pas du tout. Parce que finalement, vous voyez le paradoxe, vous dites, j'ai envie de m'en sortir pour mon fils, et en même temps, le problème, c'est mon fils. C'est que j'ai honte vis-à-vis de mon fils. Et du coup, vous enfermez là-dedans. Et c'est ça qui vous fait perdre espoir. C'est ça que je comprends, là. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est les deux faces d'une même pièce, autrement dit. Hein, d'un côté, je voudrais pas qu'il ait cette image de moi et je voudrais m'en sortir pour lui, mais ce qui m'enferme, c'est que je suis enfermée dans la honte qu'il a de la mère que je suis et qui me laisse peu d'espoir de m'en sortir. Surtout que je suis vraiment très famille, quoi. Je viens d'une famille nombreuse et je suis vraiment très famille. Et je veux pas que mon fils ait cette image-là. Bien sûr. Donc je me demande des fois si je devrais pas carrément arrêter. De vivre, Françoise ? Non. Moi j'ai eu peur. Arrêter de quoi ? Par rapport à mon fils. Arrêter de le voir ? Bah peut-être. Le priver de vous ? Je Non. sais pas. Puisque c'est lui qui vient à vous naturellement. Oui. Mais là, vous allez créer encore. Vous voyez, là, c'est typiquement ce que vous dites, Françoise, de la solution qui va devenir un problème. Et pour lui et pour vous. Et pour vous, parce que vous allez en souffrir. Et pour lui, parce qu'il va être privé de sa mère. C'est vraiment pas la bonne solution. Il y en a qu'une, là, dans votre cas, Françoise. C'est vraiment de vous en sortir et de vous soigner et d'y croire. Et de trouver pour vous quel serait le moyen d'y croire. Donc soit vous faites le constat que là où vous êtes aujourd'hui dans les groupes, que vous voyez passer la psy, vous voyez que vous faites le constat parce que vous êtes assez lucide et vous pouvez le faire ce constat-là, de dire finalement la façon dont je suis accompagnée, c'est pas complètement ce dont j'ai besoin, en tout cas ça m'aide pas suffisamment. Et vous pouvez être assez grande pour dire j'ai envie de mettre en place un autre type d'aide qui soit plus proche de moi, en tout cas, qui va être plus précis pour moi, mieux me correspondre. Y a un auditeur qui laisse son numéro pour vous, qui dit ça fait 11 ans que je suis abstinent. Je laisse mon téléphone pour Françoise. Y a le groupe de parole de l'association de la Croix-Bleue, je sais pas si vous connaissez, qui c'est un groupe de parole dont les personnes s'en sont sorties et qui sont présents justement lors des réunions d'échange. Donc vous pouvez regarder groupe de parole de l'association de la Croix-Bleue. On vous donnera bien sûr le numéro. Et puis on a également Sophie là qui est en attente, qui va prendre l'antenne là tout de suite et qui a arrêté l'alcool depuis plus de 5 ans et qu'on va écouter tout de suite et peut-être ça va pouvoir vous aider. Françoise, vous êtes là, Sophie ? Oui, tout à fait. Oui, bonsoir Sophie, merci d'appeler, formidable. J'appelais pour donner du courage et de l'espoir. Oui. Et donc en fait, pour expliquer, donc moi effectivement j'ai arrêté l'alcool il y a un peu plus de 5 ans. Donc moi ça a été un déclic en fait parce que je sais pas si c'est le cas c'est Françoise, hein, c'est ça ? Oui. Et donc si elle a des problèmes de santé actuellement dus à l'alcool. Oui. Je commence à en avoir. Oui. Voilà. Donc, surtout, très sincèrement, arrêtez maintenant, avant que ce soit trop tard, parce que je peux vous assurer que c'est un véritable enfer. C'est ça qui vous a motivé, Sophie ? Moi, ça a été vraiment un déclic. J'ai été hospitalisée une fois, parce qu'en fait, j'avais ce qu'on appelle les varices œsophagiennes hémorragiques. Ouais. Et donc, j'avais eu une hémorragie. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait quand même très peur. Moi, le SAMU m'a déjà emmenée, donc c'est pas agréable du tout, et ça fait extrêmement, extrêmement peur. Et donc moi, j'avais rencontré, comme quoi, c'est vrai que des fois, on voit beaucoup de médecins, et puis il suffit d'une personne, quoi. Vous savez pas pour qui, pourquoi, et c'est cette personne qui vous fait déclencher
vraiment l'envie d'arrêter. Ah oui, donc c'est bien ça, c'est intéressant, Sophie. C'est effectivement le sentiment que j'ai, c'est bien dans la relation qu'on tisse, c'est-à-dire que le projet d'être bien pour son fils est presque trop loin de Françoise pour que ça l'aide. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que effectivement, le sentiment de honte, je pense que toute personne qui boit là. Oui, bien sûr. Et ça, il faut essayer vraiment de le surmonter et justement de pas avoir honte d'en parler calmement avec la personne, avec son fils, parce que c'est votre fils et le sait. Donc, donc de lui en parler, de lui expliquer pourquoi en fait vous en êtes venu à ça en fait, et que vous souhaitez vraiment vous en sortir pour vous déjà au niveau santé et pour lui. Surtout pour qu'il soit là pour vous épauler et justement pas pour vous juger, quoi. Parce que je pense pas qu'il le ferait de toute façon, mais... Non, mais je le trouve très protecteur, au contraire. Ouais. Il est beaucoup trop il est protecteur parce que je pense qu'il a peur. Quoi. Voilà, il est beaucoup trop. C'est toujours, maman, est-ce que ça va bien, maman... Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Effectivement. Ouais, il a peur. Il a peur. Et donc, faut lui donner moi, ça confiance. Me fait peur qu'il ait peur, quoi. Donc, c'est à vous justement de vous prendre en charge pour que ça lui redonne lui confiance en vous, quoi. Et il faut vraiment passer cette étape-là. Mais alors, je sais pas où vous habitez, mais dans les centres, moi, je suis suivie dans un CHU, parce que moi, je vis les problèmes. Maintenant, je peux plus travailler parce que mon état de santé est vraiment chaotique. En sachant que moi, j'ai failli être inscrite sur la liste d'attente pour une greffe de foie, et ça va probablement arriver à un moment ou à un autre. Donc, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, quoi. Et donc, dans tous les centres hospitaliers, vous avez des centres, des services d'addictologie. Oui. En général, ce sont franchement des personnes bien formées. Vraiment super. C'est toujours des personnes agréables. Alors là, il n'y aura aucun jugement, mais aucun, quoi. On peut parler librement. Ils sont vraiment... moi, je sais que les services où je vais, ils sont franchement extraordinaires, quoi. Et ça aide énormément, quoi. C'est vrai que moi, j'ai été hospitalisée plusieurs fois et pour des cures. Et ils étaient super, quoi. Ah ouais. Ils étaient vraiment super. Ah ouais, non, pour ça... Et Sophie, ce que disait Françoise, elle voit donc sa thérapeute qui est très bien, mais seulement une fois par mois. Est-ce que vous... Et aussi l'appartenance au groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous a aidé? Moi, je préfère, au niveau psy, moi, je préfère l'individuel. Parce que moi, justement, après, c'est un ressenti personnel. Mais c'est vrai que moi, pour m'en sortir, en fait, je voulais pas être... c'est pas péjoratif, mais être baignée en fait avec ce monde d'alcool en fait. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, dans ce que dit Françoise, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est je vais pas m'en sortir en écoutant tout ça, en faisant ce travail. Vous avez eu aussi ce sentiment-là à un moment donné, Sophie? Je crois qu'il faut croire en soi. Ouais. Être seule face à... C'est vraiment quelque chose de soi avec soi. Ouais, de soi avec soi. Et puis, c'est vrai que il y a des réflexes, il faut abandonner. Et puis après, ça devient petit à petit, c'est un réflexe. Moi, l'alcool, par exemple, même l'odeur me dérange maintenant, quoi. Ah oui. Ouais. L'odeur me dérange. Comme je dis à mon médecin, moi, je suis suivie par une hépatologue dans le centre où je suis suivie. Moi, je fais une vinaigrette avec du vinaigre, je fais chauffer le vinaigre. Je suis un peu tarée, quoi, parce que comme il y a de l'alcool dans le vinaigre, je suis un peu barrée quand même. Mais j'ai tellement peur. Et puis après, ça passe. Alors, forcément, si vous sortez, il y en a qui disent, non. Puis les gens s'habituent, non, je prends pas d'alcool. Puis les gens savent après, ils font pas cas. Et puis, il y a beaucoup de personnes, faut pas se leurrer, qui prennent pas d'alcool pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'aiment pas ça. Vous avez parlé d'ailleurs, Sophie, de quelque chose de très juste, c'est un peu pareil aussi pour le tabac, de cette histoire de réflexe. Et donc, c'est créer des nouvelles habitudes. On sait que le cerveau met 21 jours à changer d'habitude. Pour en créer une nouvelle habitude, il lui faut 21 jours. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'étais une grosse fumeuse. Ouais. Une très grosse fumeuse. Ouais. Et je me suis sevrée, mais au niveau du tabac, sans aucun problème. Ah oui. Oui, donc c'est que ça prouve bien que vous avez la volonté. Oui. Voilà. Ça prouve que vous êtes capable. Et pas de me dire que pour le tabac, l'alcool sera la même chose. Et Françoise, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour le tabac que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre pour l'alcool, d'après vous?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour l'un et pas pour l'autre? Alors que là, on est vraiment face à deux addictions. Il y a peut-être la peur aussi de ce que peut engendrer le fait de boire, une sensation de plénitude qui est pas du tout ça en fait, qui est plus négative qu'autre chose. Alors que le tabac, c'est vrai, change pas l'effet. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, alors justement, il y a Sylvain qui envoie un SMS en disant j'y arrive moi depuis 2 ans à me surveiller. Se dire avant que l'on va être tellement malade après peut aider. En plus, il faut toujours se méfier du premier verre. À chacun de trouver ses petits trucs, dit Sylvain. Ouais. Il a raison. Et pour le resto, c'est génial parce que vous pouvez aller au resto plus souvent parce que vous payez moins cher. Exactement. Exactement. Merci à vous, Sophie, d'avoir rappelé Françoise. Je peux laisser mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Ouais, voilà. C'est gentil à vous. François, merci à vous, merci Sophie, bonne nuit. Françoise, voilà, quand vous écoutez Sophie, est-ce que ça vous semble du coup beaucoup plus envisageable? Est-ce qu'il y a des petites choses là que vous avez entendues ce soir que vous allez garder qui vont pouvoir vous aider? Je sais qu'on peut arriver à s'en sortir avec la volonté, mais pour l'instant j'ai l'impression de plus avoir de volonté. Donc mon problème il est là. D'accord. Donc, je sais quand vous plus. Dites, j'ai l'impression, je reprends la phrase, j'ai l'impression que je n'ai plus de volonté. Bon, la volonté, elle existe en vous, mais en ce moment, vous ne l'avez plus. Elle s'accrocherait où, la volonté? Il y a des choses en ce moment dans votre vie qui sont douloureuses, ou est-ce que c'est, comme vous avez appelé pour le rapport à votre fils, c'est ça qui vous fait perdre votre volonté parce que tellement vous avez peur? Beaucoup. Beaucoup, parce qu'en plus, moi j'habite dans une région où je n'ai pas de famille ici. Je suis loin de tout en fait. Vous manquez vraiment de soutien. Ouais. Il faudrait que je remonte. Mais c'est compliqué parce que ça voudrait dire laisser mon fils. Et c'est compliqué aussi. Alors est-ce que je le laisse? Mais bon, il a besoin de sa maman quand même, donc je sais pas. Ouais. Je suis un petit peu perdue par rapport à ça. Oui, j'entends bien. La décision à prendre, vous avez un choix à faire d'une certaine manière, Françoise, qui va être le choix de dire, est-ce que je choisis effectivement de remonter pour me soigner et pendant un temps je ne vois pas mon fils, à voir, ou l'autre choix qui est de dire je me soigne en restant là, parce que mon vœu, ma volonté, mon envie, mon désir, c'est de continuer à voir mon fils. Et vous savez, avec les enfants, le pari, c'est celui de l'exemplarité de la vie. Ils sont fins, ils vous comprennent. Et lui n'aura pas besoin de mots, il verra les choses. Donc sans doute que le plus beau cadeau que vous puissiez faire, c'est même quelque chose d'assez secret entre vous et vous, mais de vous en sortir, vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et merci Françoise de nous avoir appelé parce que moi, il me semble que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que vous avez le courage d'en parler. Merci, tenez-nous au courant, je vous embrasse. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, vite, je me dépêche, je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas, de quoi j'ai l'air, qui reçoit Daniel Auteuil. Passez un bon dimanche, on se retrouve demain 23h.